Il ajoute qu'au dernier jour, ils doivent prouver que l'utilisation du piège magique en valait la peine, sinon la prochaine fois qu'il se déclenchera, ce sera à leurs dépens. Ensuite, tout le groupe se retrouve dans une forêt où le superviseur, en forme de cochon, leur dit qu'ils manquent de résistance et vont donc passer toute la journée à s'entraîner. Cependant, l'un des apprentis lui dit qu'il n'a pas mangé depuis la veille, et le superviseur répond que l'objectif du voyage est d'apprendre à travailler pour gagner sa vie, donc sans résultat, il ne mérite rien à manger. Il jette ensuite au sol la cuisse qu'il était en train de manger et dit à l'apprenti qu'il peut la ramasser s'il a faim. Plus tard, tout le monde monte une montagne, jusqu'à ce que soudain, le protagoniste tombe à genoux, épuisé par la faim. En voyant une herbe, il est sur le point de la cueillir, mais Wanibe l'avertit que c'est une herbe de confusion, qui ruinerait son esprit s'il la mangeait. Ninomiya, en entendant cela, s'exclame que son ami semble bien connaître les plantes, et Wanibe lui répond qu'il a grandi à la campagne. Après la marche, les apprentis sont amenés à un entraînement mental consistant à rester immobile jusqu'à ce que le superviseur leur en donne la permission. Durant ce silence, le protagoniste se demande si c'est vraiment une épreuve de l'esprit, ce qui pousse le superviseur à le frapper, lui ordonnant de libérer son esprit. À la fin des épreuves, tout le monde se repose, mais le protagoniste remarque que Wanibe agit de façon étrange et constate que les seuls à résister à l'entraînement sont les elfes. Il commence donc à soupçonner que quelque chose de bizarre est en train de se produire. Par ailleurs, le superviseur savoure une coupe de vin en disant que le disque de lavage de cerveau qu'il est en train de jouer devrait affecter même les elfes, bien qu'ils aient des résistances magiques. Le lendemain, les apprentis sont forcés de creuser un grand trou sans possibilité de boire de l'eau. Dans le trou, Wanibe demande au protagoniste s'il ne trouve pas agréable de suer sous le soleil, ce qui est étrange. Après plusieurs jours d'entraînement et de lavage de cerveau, la chef de l'entreprise les félicite pour tout ce qu'ils ont appris. À la fin de son discours, le superviseur, en les raccompagnant au port, leur propose désespérément d'acheter une figurine coûtant 100 000 pièces d'or. Tous, y compris le protagoniste, en achètent plusieurs. Plus tard, sur le bateau, le protagoniste reçoit un coup accidentel qui le ramène à la réalité. Peu après, Wanibe vient lui demander combien de figurines il a acheté. Ninomiya, énervé, détruit les figurines de son ami, ce qui le rend triste, jusqu'à ce que Ninomiya le frappe pour qu'il retrouve lui aussi ses esprits. Wanibe demande alors si leur plan a fonctionné, ce à quoi Ninomiya répond par l'affirmative, en prenant de petites doses d'herbes de confusion, ils ont pu éviter le lavage de cerveau permanent. Pendant ce temps, sur l'île d'entraînement, le superviseur découvre que l'herbe de confusion a été mélangée à la nourriture des mages qui lavent les cerveaux, provoquant une grande explosion. Le lendemain, Ninomiya et Wanibe arrivent au bureau de l'équipe 3, où ils vont travailler. Ils sont accueillis par Shia, qui se présente comme leur supérieur. Wanibe la complimente, ce qui la fait rougir, puis elle le frappe et l'envoie à l'hôpital. Après que l'ambulance ait emmené Wanibe, elle propose à Ninomiya de lui montrer les nouvelles installations. Ils se rendent au Compagnie Mart, une boutique exclusive pour la division d'exploration, où les combattants peuvent s'équiper d'armes et d'objets magiques. Shia demande au protagoniste s'il ne trouve pas que Raizaha est une grande entreprise. Celui-ci prend une épée et répond qu'il n'est pas d'accord, car tout est fait avec la démonite qu'il récolte. Cela signifie que ceux qui ne remplissent pas le quota établi doivent acheter des objets pour leur propre bénéfice. En entendant cela, Shia lui demande d'arrêter de penser si négativement, car travailler est la meilleure chose au monde. Ninomiya lui répond qu'il n'est pas un surhomme comme elle et ne veut pas être exploité jusqu'à la mort. Shia l'emmène alors au 3e niveau de la grotte, où elle lui explique que la structure change à partir de cet endroit. Elle ajoute qu'elle a entendu dire qu'il y est déjà allé. Soudain, un monstre apparaît, et Shia lui apprend qu'il s'agit d'un Hécatoncheir. Elle explique qu'il est de rang moyen dans ce niveau et demande au protagoniste de combattre le monstre pour tester sa force. Quand la créature attaque, elle utilise son épée pour le vaincre, puis remarque une fourmi de la grotte près de lui. Elle demande au protagoniste pourquoi il ne la tue pas, et il répond que la fourmi a perdu sa volonté de combattre. Shia lui dit que cela simplifie les choses et demande si la fourmi lui est attachée. Le protagoniste devient nerveux, ce qui fait comprendre à Shia qu'il a des pensées négatives sur l'entreprise. Elle lui demande s'il est un monstre et lui dit de prononcer ces derniers mots, tout en courant vers lui pour l'attaquer. Ninomiya appelle alors Rim, disant que c'est l'heure du dîner, et celle-ci apparaît rapidement pour le protéger. Shia l'attaque avec son épée, ce qui énerve Rim, qui libère un peu plus de puissance pour riposter. Finalement, Ninomiya et Rim capturent Shia et l'emmènent à leur repère, où la reine des fourmis dit qu'ils ont capturé un guerrier puissant. Peu après, Wanibe arrivé, voyant Shia captive, demande à son ami ce qu'il a encore fait. Ninomiya lui répond que c'est Shia qui l'a découvert et qu'il doit rester calme car il a un plan. Il lui demande s'il a apporté ce qu'il lui avait demandé, puis prend une photo avec Shia pour donner l'impression qu'elle est de leur côté. Quelques nuits plus tard, le protagoniste se trouve en train d'acheter de la nourriture pour Rim lorsqu'il est soudainement acculé par un groupe d'elfes. Il l'emmène dans une ruelle où une elfe lui demande où en est le paiement de son prêt, car il doit 5 millions d'or en intérêt. Elle lui rappelle que si les choses continuent ainsi, ils devront échanger sa vie contre de l'argent,
et que s'il ne veut pas que cela arrive, il doit payer les 5 millions d'ici un mois. Plus tard, dans le donjon, Chia lui dit qu'en dépit de la situation, elle a un devoir en tant qu'héroïne. Elle propose alors de redoubler d'efforts pour nettoyer le donjon. Le protagoniste la regarde d'un air sombre, perdu dans ses pensées à propos de la somme qu'il doit. Soudain, Chia le soulève et lui dit qu'il a besoin d'énergie et de motivation, avant de l'emmener avec Wanibe pour s'entraîner. En marchant, elle leur explique que la dextérité et la capacité de prendre des décisions sont la clé pour survivre. Ils croisent alors un groupe de loups cornus. Chia leur dit que l'expérience est essentielle et les envoie se battre contre eux. Finalement, ils parviennent à vaincre les loups. Chia leur explique que certaines parties des monstres concentrent une grande quantité de mana, et que pour les loups, cela se trouve dans leurs cornes. Ils les collectent donc pour obtenir une récompense. En entendant cela, le protagoniste demande combien valent les cornes. Chia lui répond qu'environ 1500 guillis par lot. Ninomiya est très déprimé en réalisant qu'à ce rythme, il n'atteindra jamais son objectif. Mais il remarque ensuite que la queue de Wanibe a repoussé. Il lui demande quand cela est arrivé, et Wanibe répond que cela se produit immédiatement. Pendant ce temps, dans le bâtiment central, la chef informe ses employés qu'il y a des signes d'une marche funèbre imminente. Cela est étrange, car cet événement n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans. Elle explique que la marche funèbre provoque le retour à la vie de tous les démons extraits et des monstres vaincus. Un des employés demande s'ils sont prêts à affronter un tel événement, ce qui déclenche des discussions parmi eux. Pendant ce débat, la chef pense aux mouvements étranges au niveau 2, bien qu'ils soient insignifiants, car tout se déroule selon ses plans. De retour dans le donjon, le protagoniste a créé une ferme de monstres dans le but de collecter de quoi rembourser sa dette. Chia est indigné par cette méthode de gagner de l'argent. Soudain, quelque chose secoue le donjon, provoquant l'effondrement du sol où elle se trouve. Le protagoniste tente rapidement de l'aider pour qu'elle ne tombe pas dans le vide. La chef de Raizaha, quant à elle, prévoit de trouver de nouveaux héros pour les sacrifier aux grands démons revenus à la vie. Pour cela, des personnes avec de fortes potentiels magiques est importante et elle pense que Chia serait la candidate idéale. Pendant ce temps, dans la grotte, on voit Chia se battre contre un monstre. Elle dit au protagoniste que, bien que son sauvetage ait échoué, c'est bien de voir qu'il a du cœur. Ninomiya s'excuse de ne pas avoir pu l'aider et demande s'il existe un objet magique pour la sortir de là. Elle répond qu'il y en a bien un, mais que ce serait du gâchis de l'utiliser pour une situation si simple. Elle trouve cela très coûteux, mais ajoute qu'elle est contente d'être dans un endroit où la seule façon de s'en sortir est de travailler. Soudain, une autre grande créature apparaît et frappe Chia, qui, gravement blessé, dit au protagoniste de ne pas s'approcher, car la créature semble uniquement la viser. Le monstre utilise ses pouvoirs pour attaquer Chia, qui se défend avec sa magie avant de contre-attaquer. Alors qu'elle esquive les attaques, elle se demande si elle combat un démon. Elle réalise ensuite que c'est pour cette raison qu'on l'a amenée à cet endroit. Chia est de nouveau touchée et, dans un moment critique, le protagoniste la prend dans ses bras pour la sortir de là. Il lui demande si elle va bien, ce à quoi elle répond que oui, mais ajoute que le combat ne tourne pas en leur faveur. Le protagoniste lui demande ce qu'il doit faire, et elle répond que vaincre le démon est un devoir qu'elle compte accomplir. Cependant, Ninomiya lui propose de rentrer chez eux en utilisant l'objet magique. Chia lui répond que ce n'est pas possible, car l'objet ne peut téléporter qu'une seule personne. Elle lui dit alors de partir seule, ce qui pousse le protagoniste à la réprimander pour avoir abandonné si facilement. Chia explique qu'elle doit rester, car elle a une grande dette envers Raizaha. Elle commence alors à activer l'objet pour que le protagoniste puisse s'échapper, mais Ninomiya, furieux, l'en empêche. Il lui arrache l'objet et le jette sur le démon, téléportant la bête à la surface. Chia, sous le choc, demande au protagoniste s'il réalise ce qu'il vient de faire. Il lui répond qu'il a envoyé le monstre à la surface et qu'ainsi, ils ont gagné du temps, car le démon reviendra de toute façon pour l'attaquer. Pendant ce temps, à la surface, le démon détruit tout sur son passage jusqu'à ce qu'il atteigne le donjon où travaillent les employés. La chef leur ordonne alors de stopper la créature, car tout ce qu'elle détruit sera déduit de leur salaire. Dans le donjon, Wanibe arrive auprès du protagoniste et lui demande ce qu'il compte faire. Soudain, le démon apparaît et fonce sur le protagoniste pour l'attaquer. Mais avant d'atteindre sa cible, la créature tombe dans un grand trou piégé. Ninomiya ordonne alors à ses fourmis de remplir le trou avec du ciment. Ensuite, il demande à Chia d'utiliser sa magie, ce qu'elle fait pour sécher rapidement le ciment. Malgré tout, la bête parvient à se libérer. Pour cette raison, Ninomiya lance le plan B. Il dit à Chia qu'avec Rime indisponible, elle est leur meilleure ressource tactique. Il lui demande donc de se reposer et de soigner ses blessures en attendant le moment où ils auront besoin d'elle. Dans la scène suivante, tout le monde s'échappe en carriole, Chia attachée à un mât. Elle explique au protagoniste que la créature semble attirée par la magie et que la seule façon de la vaincre est d'extraire assez de puissance magique pour la tuer en un seul coup. Ninomiya ordonne ensuite à ses fourmis d'exécuter le plan, ce qui permet de faire tomber le démon dans un trou rempli de glu issu de monstres. Ensuite, il dit à Wanibe que c'est le moment, car la glu est suffisamment dense, et Wanibe commence à brûler le démon. Cependant, la bête lance des attaques sans relâche,
ce qui pousse Shia à sauver le protagoniste. Celui-ci lui dit qu'elle ne devrait pas risquer sa vie, mais elle, énervée, lui répond d'arrêter de minimiser les choses, car elle veut simplement accomplir son devoir et son destin. Ninomiya lui demande alors si sa manière rigide de penser est due à son père, surnommé le roi des aventures ratées. Shia lui demande comment il connaît son père, et Ninomiya répond qu'il a mené une enquête pour savoir à qui il avait affaire. Le protagoniste commence à raconter l'histoire de son père, et Shia partage que la vie de son père a ruiné son existence, ainsi que celle de sa mère, jusqu'à ce qu'elle commence à travailler pour Raiza. Elle lui confie que travailler correctement signifie faire partie de la société. Soudain, Ninomiya lui touche un sein pour tenter de la calmer, ce qui la pousse à le frapper. En se relevant, il lui dit qu'elle parle toujours de l'importance de la compagnie et du travail, mais que rien de cela ne vient de sa propre réflexion. Il affirme qu'elle laisse les autres contrôler ses pensées, ce qui fait d'elle une personne fragile. Elle tente de l'interrompre, mais il poursuit en expliquant que le travail n'est pas mauvais en soi, mais que son esprit est manipulé par des idées qui profitent à Raiza. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de risquer sa vie pour eux. S'approchant d'elle, il lui suggère qu'elle peut vivre comme elle le souhaite et qu'elle devrait se libérer de ses chaînes. Ces mots lui rappellent pourquoi son père était heureux avec ses aventures. Soudain, le protagoniste lui déclare qu'il va lui montrer ce que signifie vivre librement. Il crie de lancer le plan 3 et projette un artefact magique au plafond de la caverne. Cela provoque l'effondrement d'une partie de la caverne sur le démon, permettant à Shia de profiter de l'opportunité pour frapper la bête avec son épée. Le protagoniste célèbre alors la mort du démon, jusqu'à ce que celui-ci réapparaisse derrière lui. Mais Rim intervient, arrêtant le monstre. Elle dit à Ninomiya que c'est sa nourriture et qu'ils ne peuvent pas le manger sans sa permission. Rim utilise ensuite sa grande force pour éliminer définitivement le démon. Une fois la bataille terminée, Rim explique que ce démon était incomplet et qu'il était venu chercher de l'aide. Cette révélation laisse Ninomiya perplexe, mais il se réjouit qu'il soit au moins sain et sauf. Il propose alors d'aller fêter leur victoire. Cependant, une étrange lumière apparaît soudainement sous ses pieds, ouvrant un portail. Ce phénomène lui rappelle le jour où il a été téléporté dans ce monde. Puis, Ninomiya se réveille dans son ancienne chambre et commence à célébrer, pensant que tout ce qu'il a vécu n'était qu'un rêve. Il s'assied sur le canapé et allume la télé. Sur l'écran, il voit Rim, transformé en monstre, ravager toute la ville. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte en criant, disant qu'ils savent qu'il est à l'intérieur et lui demandant de sortir. Pendant ce temps, dans les nouvelles télévisées, il remarque une journaliste devant son immeuble, expliquant qu'un homme, suspecté d'être lié au monstre, se trouve à l'intérieur. Terrifié, il crie qu'il ne sait rien, mais Rim apparaît soudain derrière lui, déclarant qu'elle a faim, et tente de le dévorer. Le protagoniste se réveille alors en sursaut, effrayé, et découvre Rim mordillant sa jambe. Une jeune fille entre alors dans la pièce, l'appelant Seigneur Sauveur et lui demandant de sauver son monde. Ninomiya, confus, lui répond qu'il ne comprend rien à ce qui se passe et lui demande où il se trouve, ainsi que ce qui est arrivé aux autres dans le donjon. La jeune fille, nerveuse, lui avoue qu'elle a oublié ses répliques et lui demande de patienter pendant qu'elle lit le livre des prophéties. Après sa lecture, elle le regarde avec pitié et lui explique qu'il doit les sauver, car la race humaine est au bord de l'extinction. Fatigué, Ninomiya dit à Rim d'attaquer la fille, promettant de lui donner beaucoup de nourriture ensuite. Une grande force dévie toutefois le coup, détruisant un mur et révélant une immense ville futuriste. Un vieil homme arrive alors et se présente comme Zazel, expliquant qu'il est responsable de cette ville, appelée Marcia. Il désigne la fille comme Ranga, une prêtresse très douée en magie. Plus tard, dans un ascenseur, Ninomiya demande des explications. Zazel raconte que le monde a été plongé dans le chaos par des capitalistes extrémistes. Profitant de cette situation, le roi démon est apparu, utilisant des monstres pour dominer le monde. Depuis, les humains se sont réfugiés sous terre, passant 300 ans dans un abri sombre où les ressources s'épuisent. Cependant, ils ont retrouvé l'espoir en découvrant le livre des prophéties et un portail miraculeux à la surface. Grâce à cela, ils ont invoqué une personne capable de les aider, Ninomiya. À ces mots, le protagoniste se rend compte qu'il a été téléporté d'une réalité absurde à une autre. Zazel lui explique qu'il doit propager son évangile et l'emmène devant une foule qui l'attend. Voyant cela, Ninomiya leur lance qu'ils ne sont qu'une bande de perdants qui dépendent des autres. Zazel réplique que ces gens sont prisonniers et ne savent pas quoi faire, méritant donc de la compassion. Il appelle de nouveau le protagoniste Seigneur Sauveur et le supplie de leur montrer la voie. Énervé, Ninomiya répond que c'est à eux de résoudre leurs propres problèmes. Zazel, en désaccord, lui affirme qu'il devra le faire pour eux. Il sort une arme et pointe le protagoniste en déclarant qu'il est impossible pour lui de refuser. Malgré cette menace, Ninomiya refuse de travailler pour eux. Zazel lui explique que le livre des prophéties prédit qu'affronter le roi démon ouvrira un chemin vers le Japon, ce qui intrigue Ninomiya. Zazel avoue ne pas savoir où se trouve ce Japon, mais qu'il est sûrement un paradis pour Ninomiya. Finalement, le protagoniste accepte la mission. Lui et Rim apprennent que Ranga les accompagnera dans leur voyage. Ninomiya proteste, affirmant que la fille sera un fardeau, ce qui pousse Ranga à insister en essayant de le caresser. Et soudain,
Le protagoniste touche des parties du corps de Ranga avant de se rendre compte que Ranga est en réalité un mec. Zazel lui explique que le livre des prophéties mentionnait qu'un enfant doté de pouvoirs magiques devait devenir une prêtresse, et comme Ranga était la seule candidate, il n'avait pas eu d'autre choix. En sortant à la surface, Ninomiya aperçoit une statue détruite et réalise qu'il n'est pas dans un monde séparé, mais à Amuria, simplement dans le futur. Dans la scène suivante, les trois personnages traversent les rues abandonnées à moto jusqu'à ce qu'ils remarquent que Rim n'a plus de nourriture. Le protagoniste accélère pour arriver rapidement au château du roi démon, espérant éviter que Rim ne les dévore. À leur arrivée, Ninomiya planifie une entrée discrète, mais Ranga utilise soudain ses pouvoirs pour détruire la porte, provoquant la sortie d'un loup à 3 têtes depuis l'intérieur du château. Le loup déclare que ce château appartient à l'estimé assistant du chef de section de l'armée du roi démon. Il précise également que la ville est appelée la ferme du général Fourmi. Ninomiya, furieux, dit à Ranga que ce n'est pas le château du roi démon. Elle répond qu'elle a peut-être fait une erreur. Le loup à 3 têtes demande alors au protagoniste s'il peut frapper Ranga, ce à quoi Ninomiya répond qu'il adorerait voir cela, mais qu'il a une mission à accomplir. Il ordonne alors à Rim d'attaquer, mais elle n'est plus sur la moto. Ils entendent depuis l'intérieur du château que Rim mange tout. Cela entraîne Ninomiya et Ranga à être capturés et emmenés devant le général Fourmi. Ce dernier, en voyant Ninomiya, est ravi et le reconnaît immédiatement. Le protagoniste, surpris, demande qui il est, et le général lui répond qu'il est la fourmi qui se battait à ses côtés dans le passé. Stupéfait, Ninomiya demande pourquoi il a changé d'apparence. La fourmi lui explique qu'elle a grandi et monté en grade, ce qui pousse Ninomiya à la féliciter, rendant le général très heureux. Plus tard, les protagonistes dînent avec le général, qui explique que, suite à la disparition de Ninomiya, des problèmes ont surgi. La plupart des fourmis sont retournées sous terre, mais celles qui sont restées en surface ont été bénies par le grand roi démon. Grâce à cela, elles marchent désormais fièrement sur la surface, contrôlant les humains. Ces paroles impressionnent Ranga, qui demande au général de raconter davantage d'histoires du passé. La fourmi continue, décrivant les batailles aux côtés de Ninomiya comme spectaculaires, mais ajoute qu'il est désormais coincé dans un rôle compliqué. Ninomiya demande ce qui se passe. Avant que le général ne réponde, une personne en colère entre en faisant un scandale. Cet individu déclare qu'il ne permettra plus au général de faire ce qu'il veut. Rim saisit alors l'homme par le cou, prêt à le dévorer, mais le protagoniste la calme, souhaitant entendre ce que l'homme a à dire. L'humain se plaint d'être fatigué de travailler 8 heures par jour avec seulement 2 jours de repos par semaine. Ninomiya, en colère, commence à frapper l'homme en criant que ce n'est pas de l'exploitation. Il se tourne ensuite vers le général pour demander si c'est bien ce qu'il voulait dire. Le général confirme et raconte qu'après s'être séparés de Ninomiya, ils ont tenté de récompenser les humains pour leur travail, mais ces derniers ont simplement arrêté de travailler. Voyant le désespoir de son ami, Ninomiya lui demande pourquoi il ne consulte pas le roi démon. Le général répond qu'il n'a pas le droit de le faire, seuls les hauts gradés ont ce privilège, et la seule opportunité de le rencontrer est lors d'une réunion de direction. Face à cette situation, le protagoniste décide de les aider à maximiser leur efficacité et leurs revenus. Dès ce jour, Ninomiya renomme la ferme en compagnie noire du donjon vers le futur. Pendant son mandat, il met en place une structure puissante qui améliore la vie des humains. Plus tard, le protagoniste retourne à Marcia et annonce à Zazel qu'il est désormais l'assistant du chef de section de l'armée du roi démon, connu sous le nom de général Ninomiya. Il déclare qu'il gouvernera désormais la ville, et selon ses calculs, cela apportera 3 fois plus de paix qu'avant. Dans la scène suivante, Ranga prend un bain dans des sources chaudes lorsque soudain le protagoniste et Rim arrive. Ranga est choqué de voir le protagoniste nu, mais il lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter puisqu'ils sont tous les deux dans le même état. Ensuite, ils observent Rim nager pendant que Ninomiya informe Ranga qu'il a été promu directeur de la force d'invasion de l'Ouest. Cependant, il estime que ce n'est pas suffisant et ressent le besoin de rencontrer le roi démon pour découvrir comment retourner au Japon. Elle lui demande s'il doit assister à une réunion spéciale pour voir le roi démon, ce à quoi il répond par l'affirmative. Il lui confie également qu'il éliminera tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Pendant ce temps, depuis les buissons, une caméra espionne leur conversation et transmet l'image à la fraternité exécutive spéciale de l'armée du roi démon, connue sous le nom des Trois Corbeaux. En entendant les plans du protagoniste, ils décident qu'il faut le détruire pour protéger leur position. Le lendemain, Ninomiya et les filles partent à moto pour chasser des monstres déserteurs de l'armée. Mais depuis une montagne, Power les observe et met en place un plan, provoquant l'apparition d'un monstre très puissant sur leur chemin. Elle espérait que, lorsque le monstre les attaquerait, elle pourrait les aider et ainsi établir une structure de pouvoir irréversible. Cependant, sur la route, Rim parvient à vaincre le monstre d'un seul coup. Cela incite le monstre à rejoindre le camp du protagoniste. Pendant ce temps, dans le bureau des Trois Corbeaux, les échecs de Power sont observés par ses collègues, qui déclarent qu'ils s'y attendaient. Rohan décide que c'est maintenant son tour et annonce qu'il fera en sorte que le protagoniste rejoigne le projet de culture des terres qu'il a lancé. De retour auprès de Ninomiya,
ils reçoivent l'ordre de transformer une vaste portion de terre en une ferme. De loin, Rohan les observe en pensant qu'ils n'y arriveront pas, car leurs subordonnés auront probablement de meilleurs résultats. Cela devrait, selon lui, pousser le protagoniste à échouer et devenir un employé de bas niveau. Mais Rohan assiste avec surprise à une scène où le protagoniste utilise un monstre vert rencontré sur la route pour travailler la terre, tandis que Ranga utilise sa magie pour faire pousser des plantes. Au bureau des trois corbeaux, Zekaler observe attentivement cette réussite et décide d'activer son plan en cherchant des informations sur le protagoniste. Cependant, il découvre qu'il n'existe aucun enregistrement à son sujet. Il décide donc d'interroger directement Ranga. Pendant la nuit, Ranga se trouve dans les sources chaudes lorsqu'elle est interrompue par Zekaler, qui lui dit qu'il est là pour lui poser des questions sur ses informations personnelles. Il lui rappelle également l'importance des trois corbeaux et affirme qu'une erreur de sa part pourrait être désastreuse pour toute la division. Ranga, effrayé, lui demande ce qu'il veut réellement. Alors répond qu'il veut qu'elle s'excuse devant sa caméra. Il dirige alors la caméra vers elle et lui demande de se lever et de retirer sa serviette pour ensuite déclarer qu'elle est désolée. Mais en voyant que Ranga est un homme, alors reste stupéfait, se demandant ce qui se passe en lui. Soudain, il est attaqué par Rim. Après cette tentative échouée, les trois corbeaux se retrouvent dans leur repère, débattant des raisons de leurs échecs. Mais ils entendent soudain la voix du protagoniste. À travers la caméra qu'ils avaient installée, il leur dit qu'il a apprécié les cadeaux qu'ils lui ont envoyés et que, grâce à eux, sa place dans l'armée du roi démon est désormais assurée. Enfin, il leur demande de nettoyer leurs chaises, car il prévoit de s'y asseoir. En entendant cela, Rohan propose de lui lancer la mission impossible. Ses collègues, surpris, lui disent que si le protagoniste réussit cette mission, les postes des trois corbeaux seront menacés. Power, en les écoutant, affirme que tant qu'ils travaillent ensemble pour faire obstruction, ils ne peuvent pas échouer. Elle ajoute qu'ils doivent simplement s'assurer que le roi démon ne découvre rien. Le lendemain matin, Ranga se réveille dans un monde fantastique où elle rencontre le protagoniste déguisé en lapin. Celui-ci lui dit qu'elle doit se rendre auprès de la reine. En chemin vers le château, Ranga croise un groupe de lapins qui commence à l'attaquer, mécontent de devoir travailler toute la journée. Ranga parvient à leur échapper et, en courant, elle voit à nouveau le protagoniste qui lui conseille de sauter dans un trou. Suivant ses indications, Ranga se jette dans le trou et atterrit dans un endroit où elle rencontre une taupe. Ninomiya lui explique qu'ils sont dans un cybercafé situé sous le royaume. Le protagoniste lui dit que cet endroit est réservé à ceux qui refusent de travailler pour la reine. Il mène une vie misérable et, si elle reste trop longtemps ici, elle risque de ne plus jamais pouvoir partir. Ranga entre dans un cubicle et s'endort. À son réveil, Ninomiya lui montre la vie sans but des personnes qui habitent cet endroit. Face à cela, Ranga réalise que l'alternative rejoindre les lapins est également une impasse. Elle commence alors à réfléchir à ce qu'elle doit faire. Soudain, à travers la fenêtre, une femme géante apparaît. Il s'agit de la reine, qui s'adresse à Ranga et lui reproche son retard. Elle se présente comme Belza, l'ancêtre de Ranga, et exprime son désir de la rencontrer. Cependant, Ranga lui répond qu'elle n'a aucune envie de la voir. Elle lui reproche les difficultés qu'elle a endurées à cause d'elle, notamment parce qu'elle est une descendante de la sorcière qui a provoqué l'effondrement du monde. Ranga explique que cet événement a brisé ses parents, qui en sont morts de chagrin. Belza lui demande si elle se souvient de la manière dont elle a été persécutée à cause de ses origines, ce qui l'a obligée à vivre dans une ville apathique tout en cachant son secret. Ranga confirme qu'elle s'en souvient et la reine l'invitait à rester auprès d'elle. Ranga refuse, se disant à elle-même qu'elle doit se réveiller, car elle est prisonnière de son propre rêve. Belza lui rétorque qu'il est trop tard. Elle l'accuse d'avoir fui toute sa vie et lui conseille d'accepter que le monde n'a pas besoin d'elle. À cet instant, le protagoniste déguisé en lapin réapparaît et lui recommande d'abandonner. Mais soudain, le véritable Ninomiya apparaît dans le rêve. Il reproche à la reine de l'opprimer et se tourne vers Ranga pour lui donner un coup de tête, afin de la réveiller. De retour dans le monde réel, Ranga reprend ses esprits. Le protagoniste, avec un sourire, lui fait remarquer qu'elle a causé beaucoup de problèmes. Confuse, elle lui demande ce qui s'est passé. Elle aperçoit alors un immense robot et se souvient que cette machine lui avait tiré un rayon, provoquant sa perte de conscience et le rêve étrange qu'elle a eu. Ninomiya observe le robot détruit et déclare que sa promotion est désormais complète, ce qui le rapproche de son retour au Japon. Ranga, troublé, interrompt Ninomiya pour lui demander si c'était mal d'avoir fui les problèmes toute sa vie. Il lui répond que oui et l'encourage à être fier tant que ses objectifs restent inchangés. Peu importe combien de fois elle échoue, elle doit continuer à avancer. Et si quelqu'un la contredit, elle n'a qu'à lui asséner un coup sur la tête, même s'il s'agit de la reine. Ces paroles font rire Ranga, qui, avec des larmes aux yeux, le remercie sincèrement. Ensuite, le protagoniste et les filles se rendent au palais pour rencontrer le roi démon. Sur place, ils croisent une jeune femme qui demande une faveur au protagoniste, sauver le monde. Les trois restent stupéfaits en entendant cette requête. Le matin suivant, le protagoniste prend son petit déjeuner tout en disant qu'il n'arrive pas à croire que, en un mois, la difficulté du donjon est autant augmentée. Cependant, il pense que cela n'a pas vraiment d'importance,
car ils doivent le vaincre afin de s'emparer du pouvoir des ruines avant Belza. Ensuite, Chia lui montre les statistiques d'évaluation qu'elle a obtenues des quartiers généraux, où il peut voir que l'aventurier moyen atteint le niveau 20, tandis que lui est seulement au niveau 5. Cela signifie qu'il est bien trop faible et qu'il pourrait mourir dès son entrée dans le donjon. C'est pourquoi, à partir de maintenant, ils commenceront un entraînement court mais intensif sous la supervision de Chia. Plus tard, le protagoniste suit les différents exercices proposés par Chia, jusqu'à ce qu'il soit temps de mettre en place un système d'entraînement pour acquérir du pouvoir magique. Il lui dit alors qu'il n'a aucun pouvoir magique, mais Chia lui répond qu'il se trouve devant un appareil qu'elle a conçu et qui active rapidement le sixième sens d'une personne. Ninomiya, irrité, lui rétorque que c'est évident, car les rondins de bois vont le frapper simultanément s'il ne les esquive pas. Il traite même Chia d'idiote à 2 reprises. Agacé, Chia lui assure que l'appareil fonctionne réellement, mais le protagoniste, furieux, déclare qu'il est temps de faire une pause. Pendant la pause, Ranga leur sert du jus, et Chia leur dit que si elle connaissait les capacités du protagoniste, elle pourrait se concentrer sur leur amélioration. Ninomiya goûte le jus et dit à Ranga qu'il est délicieux, ce à quoi elle répond que c'est une potion mélangée à des sirops aromatisés. Soudain, Chia leur demande d'écouter, ce à quoi Ranga répond qu'elle était déjà attentive et qu'il semblerait que le protagoniste possède tout ce qui rend un homme inutile. Chia leur dit qu'il est temps de reprendre l'entraînement, ce qui irrite le protagoniste, qui lui dit que sa machine ne peut pas lui conférer de